podcast des musées d'Angers, Les murs ont des oreilles. un podcast réalisé par Sens de la visite. Ce podcast est réalisé à l'occasion de l'exposition Jules-Eugène Leneveu, peintre du monumental, qui se tient au Musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 8 janvier 2023. Tout au long de ces 3 épisodes, pour mieux connaître et apprécier cet artiste d'origine angevine, nous allons vous faire entendre des voix très différentes qui vous partageront leur expertise, leur vision et leur ressenti sur cette figure importante de l'art du 19e siècle. Jules-Eugène Leneveu. C'est l'histoire d'un artiste représentatif de son époque et de son style, le Second Empire, où l'académisme en art était en vogue. Talentueux, productif et ingénieux, il était reconnu aussi bien pour ses dessins que pour ses décors monumentaux. Mais rapidement après sa mort, en 1898, à l'aube du XXe siècle naissant et de ses nouvelles modes, il tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, cette exposition rétrospective au Musée des Beaux-Arts d'Angers lui rend hommage et le remet dans la lumière. Dans ce podcast, nous avons voulu confronter Jules-Eugène Leneveu à l'épreuve du temps. Pourquoi a-t-il été oublié si longtemps par l'histoire de l'art ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des personnes travaillent à sa redécouverte ? À travers ces questions, nous découvrirons son œuvre, son histoire, sa personnalité et même sa technique de travail. Alors pour ce premier épisode, direction le Musée des Beaux-Arts d'Angers. Nous allons suivre les pas de sa directrice, Anne Hainaut, également commissaire de cette exposition, et Véronique Boidard, responsable des arts graphiques. 2 témoignages d'expertes, mais aussi 2 regards personnels pour découvrir Jules-Eugène Leneveu, l'homme et l'artiste. Place maintenant à la visite dans les allées tamisées du musée. Leneveu est surtout un peintre qui a fait des décors, des grandes peintures murales au XIXe siècle, dans des églises à Angers, dans des églises à Paris, dans des grands monuments nationaux. Et il a fait notamment le plafond à Paris de l'Opéra Garnier. Et donc l'enjeu de l'exposition, c'était d'évoquer toute sa carrière artistique, aussi bien les grands décors, les portraits, les tableaux de salon. Et la difficulté pour évoquer les grands décors, c'est qu'on ne pouvait pas les reproduire évidemment en grand format. Donc on avait des esquisses dessinées ou peintes. Mais surtout, on avait des cartons. C'est quoi les cartons ? C'est les dessins à taille réelle d'exécution qui donnent en petit l'idée évidemment de la monumentalité de ces décors, où on voit son dessin absolument incroyable, une présence vraiment sculpturale des personnages, la manière dont il agence les compositions, et puis un côté très brut. On voit des marques de doigts, on voit des dessins, on voit des traits. Et donc, c'était important pour nous d'évoquer cet aspect-là des choses. Il est en train de nous regarder, non, le neveu là. Oui, là, on a un autoportrait peint. Alors, il a été fait plutôt à la fin de sa vie et donc il correspond assez bien à la description physique qu'en avait fait Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, qui est également son ami. Il était très grand, très mince. Il avait un côté très réservé, très tourmenté. C'est un artiste qui travaillait énormément. Parfois, il pouvait paraître cassant, mais en fait, c'était quelqu'un de timide et comme toutes les personnes réservées, il pouvait parfois être un peu brutal. Et quand il était jeune, il avait presque un côté romantique, tourmenté, qu'on retrouve dans ses portraits. Là, on pénètre dans l'exposition. Il y a quelque chose qui frappe rapidement, c'est que vous avez exposé des choses qui nous le rendent proche de nous. Oui, alors l'idée, c'est qu'on voulait parler, la première partie, de parler de la notoriété du peintre. Donc, c'est un peintre académique. Donc, on le montre portraituré par sa nièce Joséphine Berthaud. Il est en peintre, ce qui est assez rare. Et puis, on a des objets personnels. On a sa table de peinture qui nous a été prêtée par ses descendants et son costume d'académicien. Alors, au-delà du côté très officiel, de l'habit vert, la veste, le manteau, le pantalon, le bicorne, l'épée d'apparat, on voit qu'il est extrêmement mince, extrêmement grand également. Et donc, ça donne une idée de sa corpulence. Et pour sa physionomie, on a soit des peintures, des sculptures, des dessins, mais aussi des photos. Puisque le neveu qui est né en 1819 fait partie de ces artistes qui, quand il naît, la photo n'existe pas. Ensuite, il est photographié. Un de ses neveux, par alliance, était également photographe. Quand il a vu son propre portrait, il disait « Mais j'ai vraiment l'air très sévère en photo. En fait, je ne suis pas aussi sévère que ça dans la réalité. » Et on sait qu'il a accepté que ses œuvres soient prises en photo et lui-même pouvait parfois utiliser la photo dans le cadre de son travail préparatoire à des tableaux. Pourquoi c'est important de remettre au goût du jour un peintre qui a été quasiment oublié depuis un siècle ? Parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de l'exposition.
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le neveu, il est important pour Angers. Donc, il est né à Angers, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on a fait une exposition. Nous, on a plus de 1000 de ses œuvres, notamment grâce à sa générosité et celle de sa famille. Et puis, le neveu a un lien très fort avec la ville d'Angers. La ville lui a donné une bourse pour étudier à Paris. Il a fait des décors à Angers, le plafond du théâtre, une composition historique au musée Pincé, des décors pour la chapelle de l'hôpital, une rue porte son nom et de son vivant, donc un lien très très fort avec la ville, mais il a aussi une importance nationale, voire internationale. Internationale puisqu'il a figuré dans des expositions universelles de son temps, nationale puisqu'il a fait de grands décors et notamment le plafond de l'Opéra de Paris. Et donc ce plafond qui n'est plus visible aujourd'hui puisqu'il est masqué par une composition de Chagall, il faut voir que c'est vraiment Charles Garnier qui l'a décidé, et Charles Garnier, quand il a eu cette commande de l'Opéra, qui est le grand monument emblématique du Second Empire, donc du règne de Napoléon III, il a veillé à ce que chaque peintre, chaque sculpteur soit vraiment inséré dans son opéra. C'est une œuvre d'art totale. Et donc, s'il a pensé à mettre le neveu pour le plafond de la salle principale, c'est parce qu'il savait qu'il serait capable de faire une grande composition plafonnante qui ouvre vers le ciel, qui rivalise finalement les grands exemples du baroque italien. Donc cet opéra Garnier que tout le monde connaît aujourd'hui et que tout le monde apprécie, finalement il en manque un petit bout, si j'ose dire, et donc c'est important de rappeler son rôle dans l'histoire de l'art du XIXe siècle et de ce Second Empire que longtemps on a peu apprécié. On considérait que ces artistes étaient des peintres académiques, officiels, on n'aimait pas trop, et là l'idée, c'est de montrer qu'ils avaient aussi une importance dans leur temps et qu'ils font des œuvres assez remarquables et d'une belle facture. En fait, le temps fait son œuvre. On peut être reconnu de son temps, démodé, puis de nouveau redécouvert. C'est ça, c'est le phénomène de l'évolution du goût, l'évolution également des modes. Alors c'est vrai que la révolution impressionniste a un petit peu aussi pris le devant pendant de très nombreuses années. On a aussi la modernité qui est arrivée de 1930 à 1960. Vraiment, on n'avait plus d'intérêt, même de goût, pour tout ce qui était du Second Empire, de la fin 19e. Et donc, vous voyez, c'est comme les modes dans les vêtements. Il y a des retours en arrière, il y a des avancées. Voilà, ça évolue. Et l'idée, c'est pas de dire, par exemple, que le plafond de Marc Chagall, aujourd'hui, n'est pas intéressant. C'est une très belle composition. Mais la composition que le neveu a faite au départ, sur l'initiative de Garnier, a toute sa place également. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Nous avons maintenant rendez-vous au premier étage du musée avec Véronique Boisdard, la responsable du cabinet d'art graphique. Elle nous accueille au milieu d'une sélection d'œuvres sur papier de Le Neveu pour parler de ses talents de dessinateur. Cette salle nous permet de montrer toutes les techniques employées par l'artiste pour préparer ses dessins ou pour ses dessins de formation. C'est une pièce assez étroite et tout en long, parfaite en fait pour la contemplation des dessins. Est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous pourriez nous parler, qui serait un petit peu représentatif de cette salle et que vous pourriez nous décrire ? On peut parler d'une œuvre qui va vous paraître surprenante parce que c'est pas la plus aboutie, elle est déchirée, mais c'est une de celles que je préfère. Donc cette main rapidement esquissée au fusain sur du papier calque. Cette étude préparatoire, en fait, c'est un rectificatif que l'artiste a posé sur un des grands cartons préparatoires au plafond de l'Opéra Garnier. C'est-à-dire que l'artiste, il dessine absolument tout, depuis les toutes petites esquisses préparatoires jusqu'au très grand carton. Et là, on voit que même au moment où le carton était fini dans son entièreté, il apporte une nouvelle modification avec ce papier calque qui vient apposer par-dessus le carton pour changer un tout petit peu la position de la main. On voit que vraiment jusqu'à la fin de son parcours dessiné préparatoire à l'œuvre, il va vraiment dans le moindre détail jusqu'à ce qu'il considère être la perfection. Ils sont très émouvants ces dessins parce qu'on ressent l'instant de création et ça participe au fait de comprendre mieux l'artiste. En fait, j'ai l'impression que les dessins, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime dans la création. C'est le premier geste, on voit comment il travaille, on voit sa pensée, son processus créatif, les maladresses parfois, les rectifications. On voit en fait beaucoup de choses de l'artiste, peut-être même plus que dans ses réalisations peintes et finies. Le dessin, ça donne vraiment à connaître l'artiste, je pense, dans son intimité la plus grande. Est-ce qu'il y a des conditions de conservation particulières pour ces dessins ? Alors, ce sont des conditions qui s'appliquent en fait à tous les dessins. Ils ne peuvent pas être montrés longtemps dans le temps pour pas qu'ils s'abîment. Donc, logiquement, on doit les exposer 3 mois tous les 2 ans.
C'est des œuvres extrêmement fragiles. Justement, le cabinet d'art graphique est fait pour ça, parce qu'il y a une faible luminosité et ça nous permet de montrer un nombre assez conséquent quand même de dessins, tout en les protégeant au maximum. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais été montrés. Ils sont restés dans le secret des réserves d'art graphique, même si on peut les retrouver sur notre site internet, sur le site des collections en ligne. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre activité ? Tout en fait. D'être confronté comme ça quotidiennement au dessin, d'essayer de voir exactement comme il travaillait, de rechercher aussi parmi toutes les œuvres. Et puis quand on commence à trouver plusieurs attributions, c'est valorisant. On se dit enfin on fait les liens entre les choses. Et est-ce qu'à travers l'étude de ces œuvres, on commence parfois à découvrir la personnalité, l'identité de cet artiste ? Oui, tout à fait. Et puis on a eu aussi l'occasion de lire les lettres qu'il écrivait à sa nièce. L'image première de cet homme, c'est quelqu'un d'assez austère. Quand on le voit comme ça sur les reproductions, sur ses portraits, en fait, c'était quelqu'un d'assez drôle et même assez piquant, assez vif. On le voit dans les commentaires à sa nièce où il n'hésite pas à la taquiner un peu vertement en lui disant parfois que ce qu'elle faisait, c'était vraiment pas bien. Un humour assez féroce, en fait. On dit le peintre du monumental et en même temps, on a l'image de quelqu'un de très discret, dont les œuvres sont cachées maintenant en plus, parfois un peu oubliées. Et ça tranche avec le monumental de ses œuvres, d'ailleurs. Quand il a été directeur de l'Académie de France à Rome, il avait beaucoup de mal à aller vers les élèves. C'était quelqu'un de plutôt enfermé. Il le disait à son ami Charles Garnier, je suis pas fait pour ça, moi je suis fait pour rester tout seul et pour travailler. Il a ce côté enfermé, même on peut dire. Et c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le fait de faire des grands formats. Mais finalement, pas tant que ça, parce que je pense qu'il était totalement immergé dans sa peinture, que ce soit petit format ou grand format, il faisait son travail. On retrouve Anne Hainaut dans les allées du musée. Il a connu tous les honneurs officiels. Il a été prix de Rome de peinture en 1847. Ensuite, il a des commandes. La ville de Paris, l'État et à Angers, toute la bonne société lui avait commandé des portraits. Alors parfois du maire, du député, de demoiselles. Donc il était vraiment complètement dans l'art de son temps. Mais au-delà de ça, il était ami de Charles Garnier. Et grâce à Garnier, il a aussi des commandes civiles ou des commandes privées. Il a fait notamment le plafond de l'hôtel particulier de l'éditeur Georges Hachette, qui était boulevard Saint-Germain. Il a fait des décors très étonnants pour le casino de Monte-Carlo, dans une salle de jeu. Donc, il était vraiment présent dans les murs de bâtiments fréquentés par tous ses contemporains, les églises, des musées, des hôtels particuliers, des hôpitaux, des théâtres. Donc voilà, les artistes pouvaient le voir, les critiques, les commanditaires, mais aussi toute la société. Et on sent quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Tous les commentateurs disent qu'il dessine et qu'il travaille très rapidement. Et donc, il a cette capacité d'adaptation. Et c'est vrai que c'est aussi la force des artistes, des décorateurs qui doivent faire des très grandes compositions plutôt horizontales. Il peut faire des références à l'Antiquité, au baroque, au classique, faire aussi quelques paysages, toujours avec une facture très dessinée, très léchée, très précise. Mais oui, il s'adapte complètement aux demandes qui lui sont faites. Vous semblez très bien le connaître finalement, parce que depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé la visite, vous nous parlez de lui, de sa personnalité, de son physique, de sa manière de travailler. Est-ce que vous le connaissiez déjà un peu ? Et surtout, est-ce que vous avez appris des choses sur lui en travaillant sur l'expo ? Alors, le confinement m'a aidé pour commencer vraiment à travailler sur l'exposition. Donc, moi, je suis partie de nos collections, puisqu'on a, je dis, on a beaucoup d'œuvres de lui. Parallèlement, on a fait des travaux bibliographiques. On a commencé à rencontrer des collectionneurs. On a rencontré aussi la famille. Et donc, voilà, on a amassé au fur et à mesure énormément de documentation, de critiques de l'époque qui nous ont raconté quel était ce personnage. On a vu beaucoup d'œuvres. Donc, on est vraiment complètement immergé. C'est vrai, pendant 3 ans, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, l'exposition et le catalogue sont la restitution de tout ce travail. Mais c'est vrai qu'il faut un moment se plonger dedans pour pouvoir aller dans le détail et pouvoir raconter, faire un récit le plus complet possible de sa vie et évoquer les différentes facettes de sa carrière. Organiser une exposition d'une telle ampleur, c'est un mix entre une idée un peu romantique, c'est de refaire vivre un peintre mort il y a 150 ans, et puis du concret, du pragmatique.
Alors, une exposition de cette nature, ça demande évidemment la collaboration, en tout cas de très nombreux acteurs. Donc, évidemment, les équipes de musée, les prêteurs, mais aussi, on a eu la chance de pouvoir travailler avec les descendants de neveux qui nous ont prêté des œuvres, mais également des objets personnels, de la correspondance. Donc, du coup, on voit plus l'homme intime. On a fait aussi beaucoup de restaurations, des restaurations de nos collections, des peintures, mais surtout des cartons. Et donc, les restauratrices nous ont accompagnés à chaque moment quand on a déroulé les cartons pour les étudier, ensuite quand il a fallu en restaurer et après pour les accrocher. Et de même, tous les prêteurs ont accepté de nous prêter des œuvres. On n'a eu aucun refus. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je parlais de cette exposition, à des collègues, à des particuliers, à des prestataires, il y avait une synergie. À chaque fois, les gens adhéraient au projet. On n'a jamais eu d'obstacle. Et par exemple, pour les descendants, nous, on était en lien avec différents descendants qui ne se connaissaient pas entre eux. Et on a fait comme une sorte de cousinade. On a permis à des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient des liens familiaux très lointains, de se retrouver. Il y a une espèce de communauté qui s'est faite. Et donc, c'est beaucoup de travail et c'est aussi mettre les gens en relation les uns avec les autres, surtout. Après une telle somme de travail et autant de temps, est-ce qu'il y a une appréhension au moment où l'expo elle ouvre? Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie que le public retienne de cette expo une fois qu'il va en sortir? Que les gens puissent voir beaucoup d'œuvres qu'il a pu réaliser, voir ses qualités de dessinateur, de voir qu'il a fait des choses extrêmement différentes, qu'il était très apprécié de son temps. Voilà, c'est vraiment, c'est toujours émouvant le moment où en fait on ouvre l'exposition, parce que pour nous c'est le moment ultime et l'expo ne nous appartient plus, elle a son autre temps, ce temps public, et c'est au moment presque où le commissaire entre guillemets s'efface. Et c'est toujours très très intéressant de voir comment les gens s'intéressent devant une œuvre plutôt que sur une autre. C'est un moment assez émouvant à chaque fois. C'est maintenant le moment de profiter du spectaculaire accrochage des dessins préparatoires au plafond de l'Opéra de Paris, un véritable chef-d'œuvre. C'est vraiment un défi, évidemment. Moi, depuis le début de l'exposition, de la préparation, je voulais évoquer ce plafond de l'Opéra de Paris. Donc nous, on a les 24 cartons préparatoires et on en présente 4, donc de manière verticale. Alors pourquoi ça a été compliqué ? Ils étaient tous roulés, donc il a fallu tous les dérouler pour voir dans quel état ils étaient, pour sélectionner ceux qu'on voulait ensuite présenter. Il a fallu les transporter chez les restauratrices à Paris, et puis après, il a fallu les présenter. Alors quand on regarde comme ça le carton qui est en éventail, on se dit ça doit tenir par magie. En fait, il faut imaginer qu'ils tiennent grâce à des aimants. Et donc les cartons se déploient sur le mur, et on voit la composition du plafond de l'Opéra de Paris, une grande scène allégorique. Et ça reste un témoignage très émouvant d'une œuvre qui aurait été, s'il n'avait pas été masquée, sans doute une des œuvres du Second Empire la plus connue, puisqu'elle est vraiment au cœur de l'Opéra de Paris, le grand monument du Second Empire. Alors ça a peut-être été compliqué à installer, mais c'est vraiment le point final, le feu d'artifice de l'exposition. C'est le bouquet final. Le terme monumental prend toute sa signification, puisque c'est à taille réelle, on est à 50 cm de ces grandes figures qui sont plus grandes que nature, avec un dessin toujours absolument incroyable. Ces personnages qui s'envolent, et ça donne une idée de comment ça pouvait être vraiment un Olympe absolument incroyable, et comment les spectateurs qui étaient avant à l'Opéra de Paris pouvaient déjà, en voyant le plafond, vagabonder avant de voir le spectacle sur la scène. Un dernier mot pour celles et ceux qui viendront bientôt rendre visite à Jules Eugène Leneveu. C'est vraiment un dessinateur incroyable, quelqu'un qui a beaucoup compté de son temps. Venez voir ces petites aquarelles d'Italie, ce plafond de l'Opéra de Paris, ces portraits de ses intimes, des portraits d'enfants très touchants. Venez redécouvrir cet artiste, c'est l'occasion unique puisqu'il y a des œuvres qui sont rassemblées et qui sont partout éparpillées en France. C'est un moment incroyable, venez le voir. Nous remercions Anne Hainaut et Véronique Boisdard pour cette passionnante visite. Dans le prochain épisode, nous allons rencontrer 2 personnes qui ont contribué elles aussi à la redécouverte des œuvres de Leneveu. Emmanuelle Incelin, restauratrice d'œuvres d'art, et Michel Brossard, président de l'association des Amis de Leneveu. Et d'ici là, l'exposition Jules Eugène Leneveu, peintre du Monumental, est à découvrir jusqu'au 8 janvier 2023 au Musée des Beaux-Arts d'Angers.